Bonjour et merci d'être nombreux à cette conférence de presse, assez originale par rapport à celle qu'on faisait habituellement, puisque vous êtes en ligne et Robert Charvier, à ma droite, notre directeur financier, et moi-même sommes chez Valeo. On a publié nos résultats de l'ensemble de l'année 2020 hier, mais en fait l'année 2020 se sépare en deux parties totalement différentes dans leur dynamique. Le premier semestre, vous vous en souvenez, qui a été totalement impacté, l'industrie automobile était totalement arrêtée à la fin du mois de mars, en avril et début mai, donc pendant presque 2 mois, où la préoccupation principale de l'entreprise et de l'ensemble des équipes, c'était premièrement de sauvegarder la santé de nos collaborateurs et ensuite de protéger nos actifs. Il a fallu arrêter 154 usines, redémarrer 154 usines, il a fallu donc protéger nos actifs, il a fallu protéger la liquidité de Valeo, et Robert et ses équipes ont fait un travail extraordinaire pour, au-delà des 1,3 milliard de lignes de crédit non tirées, de sécuriser 1,1 milliard supplémentaires, et l'ensemble de ces 2,4 milliards qui sont des lignes de crédit qui sont à notre disposition sont toujours non tirées. Donc on a réussi à gérer et à passer cette crise avec une liquidité suffisante, sans faire appel ni aux prêts garantis par l'État, ni au report de cotisations sociales ou fiscales. Et puis, le dernier point, ça a été de variabiliser nos coûts, ce qu'on appelle le drop-through, un terme anglais que je déteste, qui est la baisse de marge par rapport à la baisse de chiffre d'affaires, qui a été 25%, qui était mieux que les objectifs que nous étions donnés. Ça, c'est le premier semestre. Et le premier semestre, vous vous en souvenez certainement, on a consommé 1 milliard de cash et on a eu une perte de l'ordre de 1,2 milliard. Et puis il y a le second semestre. La publication que nous avons faite hier se concentre essentiellement sur le second semestre. Ce sont les chiffres que je vais vous donner, où là, c'était le rebond au troisième trimestre, qui a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort qu'on imaginait, et une croissance au quatrième trimestre, là aussi un rebond du marché qui a été plus fort que nous imaginions, une croissance au quatrième trimestre qui était supérieure à 5 points. Donc vous voyez deux dynamiques extrêmement différentes, et nos équipes ont fait un superbe travail, et je les en remercie vivement du fond du cœur, d'abord pour protéger nos actifs au premier semestre et pour assurer dans de très bonnes conditions ce rebond au second semestre. Alors je vais présenter quelques slides, ils sont en anglais, mais évidemment je m'exprime en français. D'abord, les réductions des émissions de CO2. Vous vous en souvenez peut-être, certains d'entre vous étaient déjà là et nous accompagnaient déjà il y a 10 ans. La première réunion investisseur que j'ai faite en 2010, donc un an après mon arrivée chez Valeo, était totalement focalisée sur la réduction des émissions de CO2, avec un portefeuille produit qui à l'époque était déjà important, balbutiant, mais important. Et on a voulu en faire à la fois pour les produits qu'on livre à nos clients, mais aussi en interne, le marqueur de la politique de Valeo. Et ce travail est reconnu par l'ensemble des agences qui surveillent la partie RSE et en particulier la partie environnement, que ce soit SAM, que ce soit MSCI, que ce soit ISS ESG, que ce soit Corporate Knight ou CDP ou Sustainalytics, où on est toujours considéré parmi les meilleurs, sinon le meilleur dans notre métier. Et ça reste un marqueur. Mais au-delà de ce que nous avons fait, il est important de se donner des objectifs qu'on a présentés il y a une dizaine de jours, où être neutre en carbone. Mais neutre en carbone à l'horizon 2050, c'est facile, mais il faut se donner des objectifs extrêmement précis. Et on s'est donné comme objectif, en 2030, d'avoir fait presque la moitié du chemin, c'est une baisse de 45%, sur tous les éléments. D'abord le scope, ce qu'on appelle le scope 1 et 2, c'est le travail interne de Valeo, et le scope 3, qui a deux parties. La partie amont, c'est entraîner l'ensemble de nos fournisseurs dans ce travail de réduction des émissions de CO2. Et enfin, nos produits qui eux-mêmes permettent à nos clients de réduire ces émissions de CO2. Donc un objectif de réduction de 45% à l'horizon 2030. Et on a décidé que
Dans la partie variable de la rémunération de nos 1500 cadres les plus importants de Valeo, une partie importante de l'ordre de 20% sera liée à des critères de responsabilité sociale d'entreprise, le fameux RSE, dont la réduction des émissions de CO2. Et sur la partie action de performance, une partie significative également sera liée à des critères de RSE. Donc vous voyez, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup parlé ces dernières années, et c'est un sujet qui est au cœur aujourd'hui de notre stratégie, puisque plus de 50%, même près de 60% de notre chiffre d'affaires est lié à des produits qui directement permettent à nos clients de réduire les émissions de CO2, et une partie importante du reste est liée à des produits qui permettent d'améliorer la sécurité des véhicules et le confort des véhicules. Alors, pour ces deux sujets, à la fois la partie produits qui permettent de réduire les émissions de CO2 et en ce qui concerne la DAS, donc à la fois la conduite assistée, le confort, l'assistance à la conduite. On a pris 3 exemples. D'abord les produits de Valeo Siemens, notre coentreprise avec Siemens, qui fait des produits à la fois moteurs, onduleurs, chargeurs pour l'industrie automobile haute tension. Entre 2019 et 2021, le chiffre d'affaires aurait été multiplié par 3. Et il y aura encore une très forte hausse à partir de 2022. Pour le 48 volts, donc c'est basse tension, le chiffre d'affaires entre 2019 et 2021 aurait été multiplié par 2,5. Et sur une ligne de produits nouvelle, qui est la caméra frontale, notre chiffre d'affaires entre 2019 et 2021 aurait été multiplié par 6,2. Il y aura une croissance dans ces 3 lignes de produits, comme je l'ai indiqué pour Valeo Siemens, qui continuera à être extrêmement importante. Alors sur nos résultats que nous avons publiés hier, vous vous rappelez certainement que nous avions fait des présentations en avance le 14 juillet. La réglementation boursière française nous oblige, quand les résultats sont très différents, significativement différents entre ceux qu'on avait indiqués au marché, les fameuses guidance, les objectifs que nous avions donnés en octobre, et la réalité, quand il y a quelque chose de très différent, nous sommes obligés, que ce soit en hausse ou en baisse, de publier un correctif. C'est ce que nous avons fait le 14 juillet. Et ceux que nous avons publiés hier sont en légère amélioration. La croissance est évidemment la même, 5,3%. La marge en EBITDA est sensiblement supérieure, puisqu'elle est à 13,9% au lieu de 13,5% que nous avions affiché le 14 janvier. Le free cash flow, donc le cash généré, vous vous souvenez, une consommation de 1 milliard de cash au premier semestre, une génération de 1,340 milliards de cash au second semestre, qui fait une génération de cash sur l'ensemble de l'année, malgré cet impact considérable du Covid au premier semestre, une génération de cash sur l'ensemble de l'année de 294 millions, légèrement supérieure à ce qu'on avait dit le 14 janvier, et une dette, vous vous souvenez que notre dette, à fin juin et 2020, était montée à 4 milliards, ce qui était un niveau intenable. Notre objectif, c'était de la ramener en dessous de 3 milliards avant la fin 2021. Et vous voyez qu'avec 2 milliards 940, notre dette est revenue à un niveau inférieur à 3 milliards, avec 1 an d'avance sur nos objectifs. Alors la croissance, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un arrêt quasi total de l'industrie au deuxième trimestre, avec une baisse de près de 50% de notre chiffre d'affaires. Et vous voyez un rebond sur le troisième et le quatrième trimestre, qui a été plus fort dans l'ensemble des régions, avec un boom, si j'ose utiliser cette expression, en Chine dès le mois de mai, une activité très solide en Amérique du Nord, un peu plus poussive en Europe, mais vous voyez le profil de nos évolutions de chiffre d'affaires. Et en ce qui concerne nos 4 métiers, vous voyez que chacun d'entre eux a contribué à cette croissance sur le quatrième trimestre. Alors maintenant, on aime bien se comparer au marché. Vous savez qu'à peu près 50% de notre, ou 46% de notre chiffre d'affaires est en Europe, une vingtaine de pourcents en Chine. Il y a eu des dynamiques régionales extrêmement différentes. Je vous ai parlé de la Chine, de l'Amérique du Nord, de l'Europe un peu plus poussive. Et on le voit bien, l'Europe est en baisse de 22%, quand l'Amérique du Nord est en baisse seulement, si j'ose dire, de 20%. Dans cette dynamique, notre surperformance, en corrigeant de ce mix géographique, est de 6 points. Donc vous voyez, on continue à croître
plus vite que le marché. Et c'est un très bon signe. Je reviendrai tout à l'heure sur nos prises de commande qui me donnent confiance que cette surperformance par rapport au marché continuera dans les années qui viennent. Notre mix client reste relativement stable entre 2019 et 2020. Donc c'est quelque chose de solide. Vous voyez que notre contribution avec nos clients allemands et avec nos clients asiatiques, que ce soit japonais, coréens ou chinois, représente aujourd'hui presque 2/3 de notre activité. La marge l'EBITDA est de 13,9%. Et vous voyez qu'on a réussi, en réduisant nos coûts, à compenser l'impact volume sur le second semestre quand on se compare à l'année 2019. Et puis, une année un peu particulière, les ventes de R&D et d'outillage ont un impact négatif si on se compare à l'année 2019. Mais globalement, vous voyez qu'on a réussi à garder une marge brute stable et en hausse si on exclut cet impact négatif de la vente de R&D et des outillages. Sur la R&D, on a des phénomènes un peu complexes, mais sachez que notre effort de R&D, ce qu'on appelle sur le tableau en haut à droite, la partie R&D brute, c'est l'ensemble de dépenses R&D en cash. Elle est en baisse de 18% entre 2019 et 2020. Ce n'est pas une surprise. Vous vous souvenez probablement que nous avions indiqué que nos dépenses de R&D seraient en très forte croissance dans les années 2017, 2018 et 2019 pour développer ces fameuses plateformes technologiques. Les front caméras ou le 48 volts sont certaines de ces plateformes technologiques que nous avons développées avec des dépenses de R&D qui ont été en hausse. Et on avait indiqué, dans une réunion investisseurs que nous avions eue fin 2019, nous avions indiqué qu'à partir de 2020, conformément à ce que nous avions toujours dit, nos dépenses de R&D seraient en décroissance à partir de 2020. C'est ce que vous voyez sur ce tableau. Mais l'impact de capitalisation de la R&D et d'amortissement de la R&D fait qu'on a une croissance par rapport au chiffre d'affaires de notre R&D, sachant que le cash a diminué en 2020 et continuera de rester sous contrôle, évidemment, en 2021 et les années suivantes. La marge opérationnelle est en légère décroissance. L'impact de la baisse de la capitalisation et de la hausse de la dépréciation des recherches de R&D, le 0,3 point que vous voyez au milieu, fait que la marge opérationnelle a baissé de 5,6 à 5,2%, mais l'EBITDA, lui, a monté, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de 13,2 à 13,9% sur la deuxième partie de l'année. Le résultat net est de 126 millions, soit 1,3% de notre chiffre d'affaires. Les impôts sont en baisse sensible, de 133 millions à 108 millions. C'est toujours étrange de savoir qu'une société qui perd 1 milliard paye quand même 108 millions d'impôts, mais c'est la vie. Et vous voyez que ce qu'on appelle Other Income and Expenses, ce sont les frais de restructuration, se montent à 72 millions. On a toujours dit qu'année après année, il serait entre 50 et 100 millions. Donc dans une année comme l'année dernière, il se monte à 72 millions, doublement par rapport à l'année 2019. Mais nous avons des programmes très ciblés d'adaptation de nos coûts à la situation de telle ou telle usine. Vous savez qu'on a signé avec nos syndicats en France ce qu'on appelle un accord de performance collectif, APC, où nous sommes engagés, malgré la crise Covid qui continue et aujourd'hui malgré cette crise de composants électroniques, de ne pas fermer d'usine en France pendant 2 ans, donc jusqu'à mi-2022, et de ne pas avoir de départ contraint. Et bien entendu, nous respecterons cet engagement et nos organisations syndicales ont accepté un certain nombre de réductions d'avantages qui ont un impact assez important sur notre compétitivité française et donc la capacité d'avoir des commandes sur nos sites français. J'ai parlé tout à l'heure du cash, qui est probablement la meilleure nouvelle. C'est notre capacité à générer du cash.
On a récupéré une partie importante du besoin en fonds de roulement que nous avions perdu aux premières parties de l'année, ce qui était clair à partir du moment où notre chiffre d'affaires reviendrait à des niveaux supérieurs à celui de 2019. Sur l'ensemble de l'année, on a généré 294 millions, j'ai déjà donné le chiffre, et on est assez fiers d'avoir réduit notre dette à un niveau inférieur à 3 milliards, 2,9 milliards, un an en avance par rapport à nos perspectives. Vous vous rappelez que j'ai dit tout à l'heure que nos dépenses de R&D, comme prévu, avaient baissé, donc ce n'est pas une surprise. De même, nos dépenses d'investissement dans nos usines ont baissé. Ils seront sensiblement, ils ont été en 2020, qui est une année un peu particulière, de l'ordre de 5,1%, en baisse de 18% par rapport à l'année précédente, mais ils seront aussi sous contrôle dans les années qui viennent et on sera, année après année, sensiblement inférieur à 6% de notre chiffre d'affaires, alors qu'on est monté à 8,5-9% les années précédentes, justement au moment où on a développé ces plateformes technologiques. Ce qui est important, c'est de comparer notre dette, 2,9 milliards, avec notre EBITDA, donc la génération de cash qu'on peut avoir. Notre EBITDA sur l'année 2020 était 1,5 milliard. Vous vous rappelez cette incroyable chute du marché au premier semestre, cette récupère au second semestre, mais ça ne donne que 1,5 milliard sur un an. Quand vous regardez à fin juin, on bénéficiait de 6 mois excellents fin 2019 et 6 mois mauvais pour l'année 2021. Pardon, l'année 2020 dans son ensemble, on a le poids intégral de cette première partie de l'année. Et donc ce leverage représente un peu moins de 2 points. Quand on fait des projections à fin 2021, on devrait être de l'ordre de 1,1, 1,2. Donc on reviendrait en termes de dette par rapport à notre génération d'EBITDA à des niveaux du même ordre de grandeur que ce que nous avions à fin 2019. Les prises de commandes, vous vous souvenez certainement qu'au premier semestre, l'industrie était arrêtée, et en particulier ce travail commercial de développement de projets, de répondre à des appels d'offres était arrêté du côté de nos clients et de notre côté, et notre prise de commande était de l'ordre de 5 milliards au premier semestre, donc très faible par rapport à une prise de commande habituelle. Au second semestre, elle est redevenue à un niveau normal, 13,3 milliards, qui est 1,7 fois le chiffre d'affaires. Donc c'est un très bon niveau. Et ce qu'on voit sur le début de cette année 2021, une activité commerciale avec nos clients assez forte. Et ce qui est aussi un bon chiffre, c'est le montant de produits nouveaux, 56%. On voit que l'ensemble de ces plateformes technologiques, de ces technologies nouvelles, de ces produits nouveaux que nous avons développés dans ces fameuses années 2017 à 2019 payent, puisqu'ils représentent une partie importante de nos prises de commandes. Le dividende, vous vous souvenez certainement qu'en 2019, nous avions prévu, à cette période de l'année, début 2019, de payer, comme l'année précédente, 1,25 € par action de dividende. En raison de la crise et de la volonté de protéger notre cash, nous avions pris une double décision. La première, c'est de payer un dividende à nos actionnaires, et la deuxième, c'est de réduire ce dividende de 1,25 € à 20 centimes d'euros. Aujourd'hui, vu la génération de cash, vu la situation qui s'améliore, à partir de cette base de 20 centimes d'euros que nous avons payé l'année dernière, nous avons décidé de passer à 30 centimes en 2021 et nous allons, en 2021, au titre de l'année 2020, et nous allons, dans les années qui viennent, redéfinir, en fonction de la situation, notre politique de dividende. Alors, les perspectives, ce sont des sujets extrêmement complexes. On a l'impression, dans plusieurs parties du monde, que la pandémie s'améliore. Elle s'améliore très sensiblement aux États-Unis. C'est un sujet qui est derrière nous en Chine depuis longtemps maintenant, qui est sous contrôle en Corée et au Japon, qui reste encore active en Europe, même s'il y a une stagnation, voire une réduction sensible dans certains pays européens, comme la Grande-Bretagne. Mais il reste quand même un risque. Et on est aussi impacté par cette pénurie de composants électroniques
Mais on fait l'hypothèse, qui est l'hypothèse que font la plupart de nos clients, que la seconde partie de l'année permettrait de compenser les pertes de production de la première partie de l'année. Avec cette hypothèse, on a les objectifs suivants, c'est de poursuivre notre surperformance. On ne la chiffre pas à cause de ce mix géographique, mais si on était dans le scénario de base, on aurait une surperformance qui serait de l'ordre de 5 points. On a prévu que des coûts supplémentaires liés aux difficultés logistiques et aux surcoûts qu'on peut avoir par cette pénurie de composants électroniques, mais aussi par l'augmentation d'un certain nombre de matières premières, donc des coûts supplémentaires par rapport à 2020 de l'ordre de 80 millions d'euros. Et on a un scénario de base, qui est celui qui est sur le tableau en caractère gras, qui est un chiffre d'affaires de 18,2 milliards, sur l'ensemble du chiffre d'affaires, y compris le marché de remplacement, y compris la vente de R&D, y compris la vente d'outillage. Un chiffre d'affaires OEM, donc ce qu'on livre à nos clients constructeurs automobiles en direct, de 15,5 milliards. Un EBITDA qui serait en forte croissance par rapport à l'année 2019, puisqu'on avait 12,8 en 2019, et évidemment en très forte croissance par rapport à l'année 2020, où nous n'avions que 9,2%, un EBITDA de l'ordre de 13,4%, et une génération de cash de 550 millions. Dans cette période un peu difficile en termes de prévision, nous avons essayé d'abord en interne, ce qu'on fait régulièrement, quel est un scénario adverse, plus difficile. Cette fois, nous avons décidé de le publier. C'est une décision que nous avons prise au conseil d'administration hier, dans un scénario plus adverse, qui n'est pas notre scénario de base. Encore une fois, notre scénario de base, c'est celui qui est en caractère gras, un chiffre d'affaires de 18,2 milliards, une EBITDA de 13,4 et une génération de cash de 550 millions. Mais nous avons travaillé ce que pourrait être un scénario adverse. Et dans ce cas-là, le chiffre d'affaires serait 17,6 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans ce scénario adverse, nous aurions un EBITDA qui serait de l'ordre de grandeur ou supérieur à ce que nous avions généré en 2019, et nous aurions une génération de cash de 330 millions. Et évidemment, le dernier point de nos perspectives sur 2020, c'est une poursuite de l'amélioration de la situation de Valeo Siemens, notre co-entreprise avec Siemens, avec un impact négatif qui serait moins négatif en 2021 par rapport à 2020, en ligne avec les perspectives que nous avions rendues publiques fin 2019 dans notre réunion investisseurs. Voilà un résumé de ce que sont les chiffres de l'année 2020, avec un focus très particulier sur la seconde partie de l'année, après cette première partie qui a été quand même très perturbée par l'arrêt total de l'industrie pendant plusieurs semaines. Et devant vous, je voudrais encore une fois remercier nos collaborateurs. Ils ont fait un travail absolument gigantesque l'année dernière, à la fois pour protéger nos actifs au premier semestre, comme je l'ai dit, et aussi pour redémarrer et avoir des performances techniques satisfaisantes et des résultats financiers satisfaisants au second semestre. Maintenant, ils sont sous une pression très forte pour gérer au mieux la pénurie et les conséquences de la pénurie des composants électroniques, mais je leur fais confiance pour trouver les solutions.